Hello. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 5e webinaire animé par Ibera. Il s'agit d'un réseau de chercheurs et de spécialistes en gestion, en économie et en finance. Les membres du réseau échangent régulièrement sur leurs activités, performances et connaissances dans le but de valoriser la connaissance de savoir-faire de chacun. Ce webinaire s'intéresse au commerce de proximité, en particulier à la réinvention des commerces de proximité dans un contexte omnicanal. Dans nos jours, les magasins de proximité sont contraints de se réinventer pour répondre aux attentes des consommateurs. Les clients cherchent une expérience de magasinage plus personnelle, pratique et connectée, et quant aux détaillants, commencent à opter pour une stratégie omnicanale. Pour ceux qui se sont joints au webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Nos invités feront de leur mieux d'y répondre une fois leurs exposés terminés. Et nous vous rappelons que cette séance est enregistrée et sera partagée en replay sur YouTube. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Régine Van Hems, monsieur Victor Barzange, madame Daniela Leonini qui prendront la parole à ce sujet. Bonjour à toi. Bonjour, et donc je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. Donc je commence tout d'abord avec la présentation de professeur Régine Van Hems. Nous avons le plaisir de vous accueillir, professeur Régine, parmi nous. Professeur Régine est auteur d'articles et d'ouvrages en marketing et en distribution. Régine Van Hems est spécialiste de la distribution et du commerce. Elle a réalisé de nombreuses études et publie sur le commerce, l'omnicanal, sur la digitalisation de l'acte d'achat et sur le commerce connecté. Donc, on a hâte à vous écouter. Régine, the floor is yours. Très bien, merci beaucoup, merci Zour, merci Galia de m'avoir invité à ce webinaire. Alors on va parler effectivement du commerce de proximité dans un contexte omnicanal. Et moi je tenais à rappeler quand même qu'il y a une quinzaine d'années, Monoprix était, pour parler de ce sujet, Monoprix était la seule à avoir des commerces de proximité d'hyper-centre-ville. Et je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, Monoprix était très critiqué par ses concurrents en disant « mais pourquoi Monoprix est-il en centre-ville? Ça n'a aucun sens ». Alors depuis, on voit que tous ces concurrents, que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan, eh bien, ils ne se moquent plus de la stratégie de Monoprix puisqu'ils font aujourd'hui la même chose et ils se rapprochent du quotidien des consommateurs en s'intégrant en proximité. Donc on voit bien que la proximité, elle est devenue quelque chose d'extrêmement important et c'est une force, on va le voir, dans un dispositif omnicanal. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire la proximité? Et je suis allée chercher simplement les synonymes. C'est à côté, à 2 pas, dans le voisinage, tout contre. Alors, cette proximité, clairement, c'est quelque chose d'important pour le consommateur, de plus en plus. On le sait aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent y aller à pied. Donc, il y a des modifications des attentes des consommateurs en termes de comportement d'achat. Et la première proximité du client avec une marque ou une enseigne, c'est la proximité d'accès ou ce qu'on appelle la proximité géographique ou spatiale. Celle qui est la plus logique, c'est la proximité géographique. Alors, on voit bien que cette proximité géographique, pour obtenir un produit, j'ai juste à descendre au bout de chez moi, en bas de chez moi, c'est une proximité géographique. Eh bien, cette proximité géographique, elle a été attaquée de toutes parts par le digital depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes livré à la maison, donc même plus besoin de sortir. Donc, cette proximité d'accès aux produits, elle est encore plus réduite. Cette proximité d'accès aux produits, on n'a même plus besoin de descendre en bas de chez nous, elle est attaquée par le quick commerce. Cette proximité d'accès aux produits, elle est attaquée par la vente par abonnement. C'est-à-dire qu'avant, la proximité était un atout incroyable, mais aujourd'hui, vous êtes livré chez vous et donc vous avez du digital qui vous attaque sur un élément de force qui est la proximité géographique. Donc, le commerce a été attaqué sur sa proximité géographique puisqu'on vient jusque chez vous.
La deuxième dimension de la proximité, parce que la proximité, ce n'est pas juste une proximité géographique ou spatiale, il y a une seconde proximité qui est la proximité relationnelle. C'est-à-dire que, en réalité, entre une enseigne et un consommateur, il y aura une proximité relationnelle, c'est-à-dire un sentiment d'attachement et de connexion. Et ça découle de la capacité d'un magasin à créer des interactions avec les clients. Et là, on voit aussi cette interaction relationnelle d'attachement à un magasin, elle a été attaquée par les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entités qui vont mener conversation avec les clients sur les réseaux sociaux et qui vont créer de nouvelles formes de proximité relationnelle. On n'a plus besoin d'être à côté du consommateur dans sa rue pour créer une proximité relationnelle. Parce que quand on est présent sur les réseaux sociaux et que l'on dialogue en continu avec eux et avec une communauté, on crée une nouvelle forme de proximité relationnelle qui attaque finalement la proximité relationnelle des commerçants traditionnels qui sont dans la rue près de chez vous. La troisième dimension, c'est de la proximité, c'est la proximité identitaire. On va se sentir proche de points de vente qui partagent des valeurs communes. On va se sentir proche de points de vente qui donnent du sens. Et là, on voit bien qu'avant, là aussi, les points de vente traditionnels sont attaqués sur cette proximité identitaire. Avant, j'allais voir un commerçant, je partageais ses valeurs communes, on échangeait sur ces valeurs communes, il se passait quelque chose. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont pas du tout proches de chez nous, qui ont un site internet ou un blog et qui vont pouvoir communiquer sur ce blog ou sur ce site internet pour partager leurs valeurs, pour partager des sujets communs. Et on voit là aussi que le petit commerçant du coin, qui avait une proximité de valeurs communes, est attaqué par les réseaux sociaux, par le site internet, par un blog. Donc une troisième proximité qui est qualifiée d'identitaire, qui est attaquée par le digital. Enfin, la quatrième proximité que j'ai retenue ici, c'est ce qu'on appelle la proximité sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur apprécie qu'un point de vente puisse s'engager dans son écosystème. Là aussi, on sait qu'un magasin physique est un acteur clé dans un système local, c'est-à-dire un magasin physique va animer localement sa zone de chalandise. Eh bien, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des entreprises qui sont uniquement présentes dans le digital, qui sont capables de montrer en communiquant via le digital qu'ils s'engagent dans un écosystème. On va utiliser le digital pour montrer qu'on fait des choses, utiliser les réseaux sociaux ou un site internet pour montrer que l'on fait des choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs du digital nous attaquent en tant que commerçants physiques sur les 4 dimensions de la proximité. Alors, ils nous attaquent, mais bien évidemment, on va réagir. Ça veut dire que demain, être purement dans la sphère digitale ne nous permet pas de créer autant de proximité que si on est dans une logique omnicanale. Aujourd'hui, il va falloir être omnicanal, c'est-à-dire avoir un dispositif où on a des magasins physiques et un site internet, parce que le fait d'avoir un magasin physique et un site internet va nous permettre de renforcer cette proximité que ne sont pas capables d'avoir les marques du digital. D'ailleurs, je vous rappelle que les DNVB, les Digitally Native Vertical Brand, ce sont des marques qui sont nées dans le digital et qui aujourd'hui implantent des magasins physiques. C'est-à-dire le fait d'avoir un magasin physique et un site internet va vous permettre de démultiplier votre proximité avec les clients. On va combiner les deux mondes et on va recréer un nouveau monde, j'ai envie de dire. On va s'emparer du monde virtuel, on va s'emparer du monde physique et on va faire une nouvelle recette de commerce. Alors, comment le commerce physique peut-il réagir en étant attaqué de toutes parts? Bien d'abord, si on reprend les différents types de proximité, si on reprend la proximité sociétale, le commerce physique, tout près de chez vous, va pouvoir s'engager dans un écosystème local. Il va pouvoir s'engager dans un écosystème local de manière concrète.
On va pouvoir montrer qu'on crée des événements dans le magasin physique. On va pouvoir inviter des acteurs locaux, des agriculteurs, des entrepreneurs. On va mettre en évidence le caractère local et on va ainsi montrer concrètement l'attachement au territoire et on va montrer sa capacité d'animation du territoire local. On sait qu'aujourd'hui, c'est ce que le consommateur attend. Il attend du local et une capacité à reterritorialiser, c'est pas facile à dire, d'ancrer, de redonner de l'humanité. Et donc, plus que tout, le commerce de proximité va pouvoir faire ça. Il pourra faire ça et ensuite communiquer sur les réseaux, utiliser les outils pour montrer que lui, il s'engage en vrai, de manière locale, et que ce n'est pas de l'ordre uniquement du discours, puisque ces actions sont visibles, concrètes et humaines. Et je rappelle que l'humanité aujourd'hui, face à un commerce ultra digital, est devenue quelque chose d'extrêmement important. La deuxième proximité que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est la proximité identitaire. On va partager des valeurs, mais qui mieux que le commerçant qui a un commerce physique est capable de partager ses valeurs? On sait très bien, encore une fois, que c'est l'humain qui est le plus capable de montrer par une interaction dans le monde physique que l'on a des valeurs. Bien sûr, ces valeurs, on va les montrer sur son site internet, on va les montrer sur un réseau social, mais on aura un ensemble de touchpoints qui vont converger pour dire chez nous, on a des valeurs et on vous les montre. Et on va pouvoir utiliser, bien sûr, pourquoi pas du digital dans son magasin ou des QR codes pour montrer quelles sont ces valeurs. Plus vous partagerez ces valeurs sur différents touchpoints, plus vous serez crédible sur ces valeurs. Et puis, la capacité relationnelle. Ah ben oui, la capacité relationnelle. Comment le magasin physique peut-il aujourd'hui, grâce au digital, augmenter sa proximité relationnelle? Eh bien, encore une fois, l'humain, celui qui va être au comptoir, celui qui va être dans le magasin, c'est celui qui est le plus à même de créer une qualité d'interaction. C'est lui dont on se souvient et c'est donc la personne dans le magasin physique qui, bien plus que les réseaux sociaux, qui, bien plus que le digital, va créer du souvenir, va créer un contact relationnel extrêmement puissant. Et puis demain, on va réinventer tout ça. Je vais vous donner l'exemple d'une DNVB qui s'appelle Kipli, qui vend des matelas. C'est une marque qui réinvente en fait le commerce. Kipli va mettre des vendeurs qui vont répondre directement sur le site internet de Kipli en disant Madame Dupont, le matelas que vous avez vu, il est très bien, je vous le conseille, d'ailleurs il fait ceci, il fait cela. Donc c'est un conseiller qui répond directement sur le site internet pendant la semaine. Mais que fait ce conseiller le week-end? On le retrouve en magasin. Et là, Madame Dupont est absolument charmée de voir que la personne avec qui elle a conversé online, elle le retrouve en vrai dans le magasin physique. Ça crée une connivence, ça crée une satisfaction client et évidemment un taux de conversion qui est extrêmement important. Ça veut dire que demain, on va jouer des deux canaux pour pouvoir créer de la valeur ajoutée extrêmement importante pour le client. On a également, toujours sur Darty, Darty avait il y a un petit moment fait un pilote en se disant je vais dire à mes vendeurs de répondre directement sur les réseaux sociaux. Et donc les vendeurs répondaient directement sur les réseaux sociaux aux clients. Le client était extrêmement content quand il arrivait en boutique de voir que le vendeur vers qui il allait était la personne qui avait répondu sur le réseau social. La conversation avait donc commencé online et elle se poursuivait dans le magasin physique. Il y avait véritablement une interaction d'extrêmement grande qualité et une grande satisfaction côté client, mais également côté vendeur. Et à l'heure du recrutement, où on a du mal à recruter des vendeurs, eh ben, on va devoir retravailler le rôle des vendeurs. Et moi, je parle très fréquemment de trouver un vendeur soit omnicanal, soit un vendeur passe-muraille, qui est capable de passer du monde virtuel au monde réel en créant de la valeur ajoutée. Et là, ça dépendra bien sûr de la créativité. Et je pense que le commerce doit complètement se réinventer. Enfin, dernière proximité que j'avais citée au tout début de la présentation, c'est la proximité d'accès, la proximité géographique. Aujourd'hui, on l'a vu, le commerce physique est concurrencé sur sa proximité d'accès aux produits puisque les clients sont livrés jusque chez eux. Alors, comment contrer ces acteurs qui viennent vous livrer à la maison?
eh bien, on a des acteurs qui proposent, quand vous venez de vous livrer, voire de vous accompagner jusque chez vous. Vous allez chez boulanger à Lille vous dit, eh bien, écoutez, un conseiller va vous livrer jusque chez vous parce que les produits sont trop lourds. On sait que Walmart avait dit à un moment donné à ses conseillers, bah, si vous passez devant, allez livrer Madame Dupont. Et on sait très bien que quand on rentre chez le consommateur, on a une forme d'intimité qui est extrêmement différente. Ça veut dire que demain, on peut nous-mêmes aller chez le client en étant commerçant de quartier, en trouvant des raisons ou des motivations ou des nouvelles façons d'aller chez le client. Alors bien sûr, ce commerce, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, doit se réinventer complètement. Moi, je pense qu'on va effectivement prendre le meilleur du monde virtuel, du monde physique, on va mélanger tout ça et on va créer une nouvelle recette du commerce. Aujourd'hui, les sources d'avantages concurrentiels, très clairement, à force d'être sur des écrans froids et sans âme, l'humain revient au cœur du dispositif, un humain qui est incarné, qui est authentique, où on va jouer la transparence, la personnalisation et la confiance. Et je pense que la créativité est véritablement au cœur du dispositif omnicanal de demain. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est le plus important ou le plus délicat pour les parents, que ce soit une maman ou un papa, aujourd'hui, qu'ils ont à faire tous les jours? Bah, si je regarde un papa ou une maman, aujourd'hui, la galère de tous les jours, bah, en tant que personne, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire à mes enfants à manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire à mes enfants à manger ce soir?» Bah, ça revient tous les jours. J'aimerais changer, je leur fais toujours la même chose et personne ne m'aide vraiment. Pourquoi ne pas imaginer, des nouveaux commerçants? J'imagine un marchand de légumes, un primeur, et puis à côté un boucher. Bah, ils s'entendent bien, le marchand de légumes et le primeur, ils s'entendent bien, ils sont juste à côté, ils sont dans la même rue. Ils savent, ils ont compris quelle était la problématique des mamans ou des papas, donc pas du consommateur, mais de l'être humain, et ils se disent: «Moi, je vais l'aider dans son quotidien». L'aider dans son quotidien, c'est de se dire: tous les 2, 3 jours, je vais envoyer sur Facebook ou sur Instagram une recette en disant: aujourd'hui, voilà, c'est bœuf bourguignon. C'est bœuf bourguignon, je vais avoir la recette et je vais leur dire: bah, venez chez nous, on a tout qui est préparé pour 4 personnes pour le bœuf bourguignon. Et ça tombe bien parce que le boucher à côté, il a également tout préparé pour 4 personnes pour le bœuf bourguignon. Et si vous voulez, je donne mes carottes et tout ça au boucher, comme ça vous avez tout à remporter que d'une seule fois. Ça veut dire que demain, il faut réinventer complètement, mais en partant de l'être humain et de ses problématiques quotidiennes. Et là, il y a véritablement à réinventer le commerce. Pour finir cette intervention, je souhaiterais rajouter donc ces nouvelles formes de proximité qu'il faut créer. J'ai appelé ça une proximité d'accompagnement, véritablement accompagner le client dans son quotidien. Et des problématiques comme ça, il y en a plein, plein, plein. Mais ce que je voudrais dire que demain, dans un dispositif omnicanal, il va falloir produire non pas simplement de la valeur ajoutée, mais je vais prendre cette expression de Martine Coupé, qui est la directrice de la relation client, ou qui était, je ne sais pas si elle l'a encore, de chez Decathlon, en disant il ne faut pas seulement générer de la valeur ajoutée, mais il faut aussi générer de la chaleur ajoutée. Et cette chaleur ajoutée, ce sera bien évidemment le challenge des commerçants de demain de proximité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Merci Régine, Régine. pour votre intervention assez enrichissante. Je vous dis franchement, moi, je suis du domaine de la finance. Mais D'accord, maintenant, très bien. après votre intervention, l'omnicanalité donc m'a vraiment attirée et je trouve que c'est une stratégie assez importante pour toutes les entreprises et avoir encore le côté financier à le tester sur vraiment l'adoption d'une telle stratégie, qu'est-ce qu'elle peut apporter d'un point de vue financier. Donc, c'est un axe de recherche à revoir après avec Ralia et avec vous, on verra. Exactement, combien ça coûte et combien ça peut rapporter de mettre en place un dispositif omnicanal. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Zour. Tout à fait. Donc, peut-être dans nos prochains webinaires, donc,
peu prendre ce côté-là encore et donc découvrir l'aspect financier de l'omnicanalité. Merci beaucoup de votre intervention et permettez-moi maintenant de passer à notre deuxième intervenant. Donc, bienvenue, professeur Victor Bazange. Nous avons le plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Durant ces 10 dernières années d'entrepreneuriat et de direction d'entreprises spécialisées dans le retail, Victor a eu la chance de développer une vision transverse des différents métiers du retail, tant sur la digitalisation à 360 degrés d'un retailer que l'implémentation et l'optimisation d'un parcours client omnicanal, le management d'une équipe de vente et une coordination de plusieurs projets transverses. Donc, bienvenue encore une fois. On est à votre écoute, Victor. Enchanté, bonjour à tous. Merci en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Zour, j'aurais aimé être professeur, mais je ne suis pas professeur. Non, je suis simplement… D'accord. Non, non. Non, je travaille avec Ralia voilà, pour les présentations du cabinet Univers Retail. Et merci Régine, en tout cas, j'ai bu vos paroles. Effectivement, je vais reprendre certains de vos mots puisqu'on est assez alignés, complètement alignés. Voilà, moi je vais vous prendre 8-10 minutes pour évoquer des exemples concrets de business, d'enseignes qui se sont mis sur ce commerce de proximité et faire une petite parenthèse sur l'accompagnement du cabinet qui est possible pour les retailers qui nous écoutent éventuellement. Alors, prochain slide. Voilà. Bon, la crise sanitaire, faisons une petite intro quand même, puisqu'elle a eu un impact. Alors, il y a eu du mauvais, puisque ça a fermé certains indépendants, ça a provoqué la chute de certains grands retailers. Je ne faisais pas partie d'un grand retailer, mais d'un réseau de distribution que je dirigeais et qui a dû fermer à cause de la crise sanitaire. Donc, il y a eu du mauvais, mais il y a eu du bon aussi. Il y a eu du bon puisqu'elle a provoqué, je dirais plus accéléré pour moi, le reset du retail. Vous parliez tout à l'heure, Régine, de se réinventer. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que la crise sanitaire a accéléré ce processus. Les consommateurs se sont rendus compte, après justement avoir connu la fermeture des boutiques, le physique, ça avait quand même du bon, hein, de pouvoir essayer physiquement son produit, d'avoir du lien humain, de cette chaleur justement, et notamment au centre-ville. Puisqu'on parlait de proximité tout à l'heure, on parlait d'intimité versus les zones commerciales qui sont quand même un petit peu plus froides. Ce côté local, voilà, cette chaleur ajoutée, on en parle, et puis cette expérience, voilà, en centre-ville, le mix entre les indépendants, entre les chaînes qui sont là, c'est quand même assez sympa. Et ils reviennent, ces consommateurs, puisque je regardais les chiffres de 2023, plus 15% de trafic en centre-ville versus 2022, et 2022 était quasiment revenu à la hauteur de 2019, pré-Covid. Donc, ça a quand même du bon, c'est en de bonnes voies pour retrouver de bonnes couleurs, à condition, évidemment, qu'il y ait cette transformation au niveau des retailers, sinon, loi de la jungle, certains mourront. Voilà, donc ce côté revitalisation des points de vente, très important, on parlait d'expérience, voilà, moi j'ai mis le mot retailtainment qui est clé. On l'a dit tout à l'heure, hein, le retour à l'authentique, le désir de s'investir dans le développement de sa ville, le développement durable, voilà, tout ça, ça va participer à ce reset du retail, notamment de proximité. Et donc, on a besoin de se démarquer des centres commerciaux, on a besoin de se démarquer des enseignes qui sont 100% online, d'où ce besoin d'expérience, de digitalisation, de répondre aux attentes vraiment du consommateur et de supprimer, si possible, ces pain points qui sont ces files d'attente, ces longues en caisse, le manque d'informations sur le produit, un assortiment réduit versus le digital. Voilà, c'est tous ces enjeux-là. Et je vous propose, moi, de faire un petit slide assez concis. Alors, on voit, si c'est moi, on voit ce qu'il y a en bas. Ouais. Un petit slide concis qui résume bien, selon moi, les deux enjeux principaux pour le retailer, qui sont la digitalisation des commerces et la réinvention du business model. C'est facile à écrire, un petit peu plus difficile à appliquer. Parenthèse, c'est pour ça que les cabinets comme Univers Retail sont là pour accompagner les retailers. Mais j'aimerais faire un focus sur 3 enseignes qui, pour moi, résument pas mal ce qu'attendent les consommateurs. Je commencerai par Ikea. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Je suis preneur de commentaires
sur la discussion, si certains y sont allés, c'est tout nouveau, ça s'est ouvert il y a 2 semaines dans le 12e. C'est leur nouveauté mondiale, l'atelier. L'atelier qui est un atelier de conception où rien n'est à emporter. Tout est à livrer. C'est le côté showroom. Vous n'avez qu'un showroom en fait où le consommateur vient pour concevoir et personnaliser tant sa cuisine que sa chambre, sa salle de bain, jusqu'à des solutions de rangement. Et on a, sur ce petit format, hein, puisque c'est 300 mètres carrés versus les X milliers de mètres carrés qu'on connaît tous en zone commerciale, là, on a 2 fois plus de rendez-vous possibles avec des experts. On a un délai d'attente, du coup, qui est diminué par 2 pour une livraison à domicile. On a des bornes à disposition pour commander sa vaisselle ou autre, hein, vraiment tous les produits de tout le catalogue d'IKEA. Mais c'est vraiment ce côté atelier où je vais pouvoir vraiment concevoir et personnaliser toute ma maison, tout mon appartement. Et vous avez une petite expérience en plus que j'aimerais découvrir, que je n'ai pas fait encore, mais c'est cette immersive room dont il parle, qui fait seulement 9 mètres carrés. Vous y rentrez, vous avez 3 panneaux, 3 murs, vous n'avez pas de lunettes, vous êtes en réalité virtuelle pour contrôler à peu près une quarantaine d'ambiances d'intérieur pour justement bien choisir votre produit, le voir virtuellement, hein, ça change de le voir tout petit sur l'ordinateur. Là, vous le voyez réellement, virtuellement sur le mur, et vous avez un équivalent de 40 000 mètres carrés de linéaire. Et je trouve ça assez inédit. Voilà, donc Ikea met le paquet là-dessus et a très bien compris les attentes. Decathlon, bon, tout le monde connaît, hein, je ne sais pas qui n'est pas fan de leur caisse express. Moi, perso, oui. Les pionniers en la matière, je rappelle au cas où, hein, très rapidement, mais voilà, vous achetez vos produits, vous mettez ça dans un bac, pouf, ça scanne automatiquement, vous n'avez même pas de douchette ou autre, grâce à leurs étiquettes RFID. Et même contre les vols, bah, y a quelqu'un de peu scrupuleux qui passe la sortie, ça sonne, l'agent de sécurité sait exactement ce que vous avez volé avant même qu'on vous fouille dans le sac. Donc c'est assez novateur, c'est rapide pour le consommateur, il n'y a pas d'erreur de stock, il n'y a pas d'erreur d'encaissement, voilà, c'est assez chouette. Et le 4 Casino, qui est plus ancien, certes, que Ikea, mais le 4 Casino a une petite nouveauté en ce moment, ils ont ouvert leur espace de coworking. Et je trouvais ça assez malin dans ce côté création de lieux de vie qui est primordial pour cette expérience. Et pour générer plus de revenus et plus de business, évidemment, c'est que, évidemment, vous avez l'aspect supermarché avec les bornes automatiques, l'accès 24/24 qui est fort utile. Vous avez le service à table aussi, puisque vous pouvez y manger, on vous sert à table ou vous chauffez au micro-ondes. Et maintenant, vous avez l'espace de coworking, donc vous pouvez y passer toute la journée sans problème. C'est voilà, ce retour un petit peu à l'humain et justement de s'adapter aux nouvelles consommations, aux nouvelles méthodes de travail des consommateurs. Voilà, donc on attend le mouvement chez certaines enseignes. Moi, perso, j'aimerais bien que Cultura vienne dans mon centre-ville, mais c'est une autre histoire. Et au-delà de ces 3 enseignes et de leur valeur ajoutée, de leurs services qui répondent aux attentes du consommateur, j'aimerais voilà, rapidement revenir un petit peu sur ce côté reset du retail, puisqu'on n'a pas encore tout vu. J'aimerais évoquer le commerce coopératif. Vous en parliez tout à l'heure, Régine, le super exemple d'ailleurs du boucher et du primeur. Je suis complètement d'accord, l'union fait la force. Je reprends l'exemple de Nike et Netflix qui se sont unis pour créer une plateforme de cours de sport virtuel, online. Bon, on parle de commerce de proximité en centre-ville. À Caen, justement, une boutique centre-ville, Netflix/Nike, pour organiser des cours de sport en physique, pour de vrai, pour le coup. On parlait des marches RSE. Je pense qu'il y a plein de nouveautés encore à venir. Il y a encore plein de choses à imaginer pour le commerce de proximité. Emmaüs, perso, moi, je les suis. Ils sont en train de prendre les choses en main. Ils sont en train de contrer Vinted. Ils sont en plein mouvement, pleine restructuration. Voilà, oui, de ce développement, en tout cas chez eux. Et il y a même aussi ce côté, je m'adapte à cette pression inflationniste hein, qu'on subit tous. Je prends l'exemple de Iceland, qui est un réseau de chaînes anglaises au Royaume-Uni, et qui a justement des supermarchés City en centre-ville, et qui, dans ces supermarchés, organise des ateliers pour apprendre à leurs consommateurs, à leurs clients,
à mieux économiser, à mieux consommer, à reprendre des recettes et autres pour les restes, etc. Et je trouvais ça assez pertinent, assez malin. Voilà, donc les bilans, bon, bah, c'est cette digitalisation des commerces de proximité, l'adaptation aux nouveaux modes de consommation, la réinvention du commerce de proximité vers de nouveaux formats, les perspectives, le maintien du facteur humain dans l'ensemble de l'expérience, l'intégration de la sphère sociale pour plus de proximité, et enfin, si possible, le top, la théâtralisation des points de vente et l'activation des 5 sens. Petite parenthèse, juste si des retailers nous écoutent, Univers Retail, donc le cabinet dont nous faisons partie avec Ralia, voilà, si vous vous posez la question de cette transformation pour vous vers de nouveaux formats, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, nous, en 4 semaines, on peut évaluer votre degré de maturité. On part d'une étape vraiment interview des acteurs clés, voilà, pour connaître votre vision, vos enjeux, votre challenge. On organise avec vous des ateliers pour connaître votre expérience que vous souhaiteriez, l'impact sur les métiers, le modèle économique que vous cherchez. À nouveau, on part, nous, de la définition de votre stratégie jusqu'au déploiement opérationnel. Donc ensuite, on va auditer vos process, on va auditer votre outillage, et à la fin, in fine, on vous donne un degré de maturité voilà, en fonction de ce nouveau format de business. N'hésitez pas en tout cas à nous poser les questions. Je passe la main à Daniela. Merci à tous pour votre attention. Merci Victor pour votre intervention. Et merci encore pour le partage de votre expérience. On a eu pas mal d'exemples pratiques sur l'omnicanalité, donc on parvient comme ça à comprendre de plus. Maintenant, si vous me permettez, on passe à Daniela. Juste un petit mot pour présenter Daniela. Daniela Leonini, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Daniela est consultante retail, experte en expérience client et marques émergentes. Depuis 33 ans, elle travaille avec des marques de mode, de design et de lifestyle, du wholesale au retail, allant de l'architecture intérieure à la gestion de marques. Parmi ces marques qu'elle a accompagnées, on note Yves Saint Laurent, Sonia Riquel, Cacharel, Merci et Cézanne. Donc, bienvenue à nouveau, on est à votre écoute. Merci infiniment pour cette jolie introduction. Merci à Ibera et Ralia de me donner la possibilité de parler aujourd'hui. Et donc, mon intervention ne sera pas très longue, elle est de 4 minutes. Et je vais en fait vous parler de l'expérience client dans les commerces de proximité. Et j'ai choisi de faire un focus sur la personnalisation du client. Je vais skipper mon introduction parce qu'elle va juste être répétitive par rapport à ce que Régine et j'allais dire Vincent, c'est Vincent j'espère, ont dit, et je vais directement passer à la slide suivante. Et donc, il y a une slide assez importante parce qu'on note maintenant que les consommateurs s'attendent à être reconnus, à recevoir des services et des produits personnalisés à chaque point de contact. Deuxièmement, 80% des consommateurs préfèrent aujourd'hui acheter chez des détaillants qui offrent une personnalisation. Donc, un des principaux enjeux se trouve autour des services que le magasin propose et également ce qu'il doit ajouter à son offre déjà existante pour la rendre encore plus personnalisée. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler pâtisserie, librairie et restaurant. Donc, je vais vous emmener très rapidement voir 3 points de vente qui sont les exemples de tout ce dont on vient parler maintenant. Donc, le premier exemple, c'est Erin McKenna's. C'est une boulangerie new-yorkaise végane qui est devenue un lieu de vie. Donc, dans son ADN, cette boulangerie new-yorkaise offre des pâtisseries à toutes les personnes allergiques au gluten, aux œufs et au soja, avec une attention particulière pour les enfants allergiques qui souvent doivent renoncer aux gâteaux traditionnels américains que sont les donuts, les muffins, les cookies et les cupcakes.
Donc, dans les services qu'offre Erin, en fait, il y a donc un envoi des pâtisseries dans tous les US, une possibilité de faire des commandes le jour même ou en avance avec un pick-up sur place ou une livraison locale, et on peut aussi faire des gâteaux sur mesure. Et donc, sur place, comme vous le voyez, il y a la possibilité de déguster les gâteaux. Donc, il y a aussi un petit shop lifestyle avec quelques t-shirts et sweatshirts aux couleurs de Makena, naturellement en coton recyclé. Quelques carnets et magnets en forme de gâteaux, des casquettes, des mugs, des cartes de vœux, le tout sous l'œil avisé des pâtissières qui sont en train de décorer le gâteau qui est juste derrière le comptoir. Donc, tous ces éléments font de Erin McKenna un exemple pour s'inspirer, une façade engagée qui donne clairement le ton sur sa position sociale et environnementale. Voilà, de New York, on va à Paris et, alors je vais vous laisser peut-être, oui, là vous voyez le petit, les vêtements et voilà les personnes avec la pâtissière, voilà les petits cœurs, voilà sur les, les pâtisseries préférées. Donc là, je vous emmène à Paris pour une toute nouvelle librairie qui s'appelle la Pharmacie des âmes. Et donc, l'ambition de la Pharmacie des âmes, c'est de soigner les âmes avec des livres. Donc, dans son ADN, la Pharmacie des âmes veut devenir un concept store du livre, un lieu de littérature engagée car on y trouve des auteurs impliqués dans toutes sortes de luttes. Sur les 2 vitrines que vous voyez là, à droite et à gauche, le passant est informé. D'un côté, il découvre une maison d'édition émergente et de l'autre, une revue indépendante. Le décor et l'architecture de cette ancienne pharmacie de quartier se confondent avec la nouvelle librairie. Et donc, dans ce lieu, il y a des rencontres très régulières avec des écrivains, mais pas seulement, des invitations de partage pour venir voir, écouter, danser. Chaque semaine, les annonces sont faites sur l'Instagram de la librairie. Donc, dans ces services, elle est ouverte le dimanche, jour par excellence dédié finalement à la lecture, et on peut venir flâner et prendre le temps de découvrir des nouveaux ouvrages. Et sur place, il y a des vendeurs qui sont vraiment 100% en ligne avec l'ADN du lieu. Il y a Samuel, libraire engagé, cultivé et souriant, qui met en avant ses coups de cœur et donne aux visiteurs tout type de recommandations. Donc, dans cette nouvelle librairie, curation et programmation contribuent à la rendre unique et attirent un public curieux. Le 3e lieu, c'est on va place du marché Saint-Honoré et on va aller voir le restaurant Le Nomads, qui depuis plus de 20 ans donc, est le point de rendez-vous des Parisiens et de tous les épicuriens. Donc, dans son ADN, après le Covid, il affiche ses nouvelles ambitions au travers d'un projet de rénovation qui s'inscrit dans une démarche environnementale et innovante. Cher à ses fondateurs, le Nomads met la mixité et la diversité au cœur de sa nouvelle raison d'être. Dans ce lieu aux multiples facettes, il est possible de vivre une expérience décuplée, partagée entre évasion et convivialité. Le Nomads, naturellement, consolide son identité autour d'une déclinaison de ses différentes fonctions. Il est possible d'y découvrir la renaissance d'un lieu authentique qui propose à la fois un espace de restauration, une boutique artisanale, mais aussi un lieu privatif pour tous les événements. Pour conclure, dans ces 3 cas, la personnalisation est un élément clé pour améliorer l'expérience client dans les commerces de proximité. Donc, ces exemples montrent également comment ils peuvent se différencier d'autres commerces tout en valorisant leur identité et leur engagement. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Daniela. Est-ce que je peux vous proposer de prendre quelques questions et peut-être répondre à quelques-unes? On a dans le chat une première question qui dit que dans un contexte omnicanal, comment les marques arrivent à offrir une expérience d'achat homogène sur l'ensemble de leurs canaux de vente? Peut-être Régine, si ça te paraît pertinent, peut-être répondre Oui. à cette question. C'est une bonne question. Alors effectivement, la plupart des consultants vont prôner
la volonté d'avoir une expérience homogène sur l'ensemble de leurs canaux. Moi, je dis juste que ce n'est pas possible et que ce n'est pas souhaitable. Parce que si un client actionne un canal en particulier, c'est qu'il veut vivre une expérience particulière sur ce canal. Et donc, les canaux ne sont pas interchangeables et il ne faut pas faire vivre une expérience du client identique selon les canaux. Donc, c'est beaucoup plus subtil que cela et la recherche est en phase. On réfléchit tous à se poser la question. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe et c'est très riche, mais on va travailler autrement. Voilà. Et l'homogénéité des expériences entre les canaux n'est probablement pas une chose ou un objectif à atteindre. Donc, on va plus dans le sens de la fluidification entre chacun des canaux, mais garder ou réserver à chacun des touch points Garder son la aspect spécificité de unique. chaque touch. Ouais, voilà, garder la spécificité de chaque touch point, effectivement. Et travailler et capitaliser sur cette spécificité plutôt que de les rendre identiques, en fait. Un Parfait, on exemple espère avoir concret. répondu. Oui, oui, Je crois que Victor. Victor voulait Ouais, rajouter quelque non, chose. ouais, il y a un exemple concret, c'est Nike Buy, qui est présent aux US et qui te met, donc au commerce de proximité et qui adapte ton offre en fonction du quartier dans lequel il s'implante, d'où le Nike Buy et ensuite est suivi le nom du quartier dans lequel il s'implante et donc je dis n'importe quoi, là, j'ai pas l'exemple précis détaillé, mais le Nike Buy Soho va être complètement différent du Nike Buy, d'un quartier divers de Manhattan ou d'une autre ville aux US et donc l'offre et l'expérience va complètement être différente du magasin classique. C'est le Nike by Williamsburg qui a des petits fauteuils où on peut, voilà, de quartier, où on peut venir s'asseoir et il ne ressemble pas du tout aux autres Nike. Voilà, il est un peu bobo, on va dire un peu hipster, lié au quartier Williamsburg. Et c'est pour mettre en avant à chaque fois le quartier, la culture locale de chacun de ces quartiers et de valoriser d'autant plus cette relation entre la marque et le client. Et pour ajouter un autre commentaire, une autre question, aujourd'hui, que toutes les marques s'orientent de plus en plus vers le digital, in-store et le phygital. Est-ce que ce modèle-là est le plus efficient pour les magasins de proximité ou plutôt du cross-canal qu'on peut retrouver dans les commerces augmentés? Victor, Régine, Daniela. Je relis la question, à vrai dire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un retour à l'humain et à l'authenticité. Bien sûr qu'il faut des outils. Le vendeur doit être outillé parce que le client arrive outillé, donc le vendeur doit être aussi outillé que le client. Mais je veux dire, on vit quand même énormément à travers nos écrans et quand on se déplace en magasin, voilà, moi je serais plutôt pour avoir vraiment un vendeur formé, voilà, qui a envie de partager, qu'on va connaître, voilà, avec qui peut-être on va avoir des WhatsApp, qui va pouvoir informer le client d'une nouveauté. Voilà, ça c'est ma position. Donc, remettre toujours l'humain, en tout cas dans tout échange entre la marque et les représentants dans ce contexte marchand. Et dans ce contexte de proximité, dans les magasins de proximité, on pose la question, est-ce qu'on va retrouver le même modèle d'expérience client présent dans un magasin classique? Est-ce qu'il y a en fait des spécificités ou des différences qui vont démarquer les magasins de proximité, les magasins de quartier, et d'en dire qu'ici, il y a quelque chose qui se passe et c'est très différent des autres marques et les expériences qu'elles proposent dans leurs magasins plutôt classiques, dans leur franchise, dans leur... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien répondre si vous souhaitez. Ben, effectivement, on va revenir au commerce d'autrefois, hein, au commerce d'antan, même si ce commerce peut être augmenté, mais on va revenir, on reconnaît notre client, voilà, comme avant. Donc, c'est amusant de voir ce saut en arrière où on va revenir sur les fondamentaux du commerce. Je vous rappelle, dans le commerce, il y a Koum, et Koum, ça veut dire avec. Donc, on est vraiment dans la relation, on remet la relation véritable
authentique, vraie, entre le consommateur et le point de vente au centre de tout le dispositif. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui va être différenciant, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui font du digital. On le sait, tout à l'heure, Victor a évoqué les périodes de Covid pendant 3 ans. Il faut savoir que pendant 3 ans, on a eu plein de gens qui ont créé leur site Internet. On n'avait rien d'autre à faire. Donc, tout le monde créait son site Internet. Du coup, il y a une concurrence en termes de référencement, qu'il soit naturel ou payant, qui fait qu'on n'arrive plus à être visible. Et le seul moyen d'être visible, parfois, c'est d'avoir une présence dans le monde physique. On va passer tous les jours devant un magasin, ben, on s'en souvient. Eh bien, ça va être un moyen de driver du trafic vers le site Internet. Et donc, on va travailler sur un système omnicanal qui va bien sûr être gagnant. Voilà. Mais l'enjeu, moi, je dis au commerce, en fait, ne changez plus, quoi. Et j'ai beaucoup aimé, Daniela, merci que je salue parce qu'on s'est déjà croisés, l'histoire de la pharmacie avec ce lieu chargé de symboles et d'histoire qu'on va réexploiter en faisant un pas de côté de manière ultra créative. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, quoi. Et je pense qu'on peut venir de loin, en réalité, en termes de zone de chalandise, parce qu'on va vivre quelque chose de différent. Donc, c'est en ancrage local, ajouté avec une capacité à aller chercher le client plus loin parce qu'il se passe des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, je trouvais cet exemple vraiment, vraiment... J'irai voir d'ailleurs, que je trouve l'adresse. Rue Vanneau. Ouais, derrière le bon marché. Ouais, Daniela, en tout cas, nous retrouve à chaque fois les derniers concepts retail. Donc, c'est toujours une bonne référence dans dans toutes les tendances retail. Et Daniela, peut-être pour ajouter à ce que Régine vient de dire et de répondre à cette dernière question qu'on pose à toi, donc dans le chat, on te demande, est-ce que quand tu conçois une expérience pour un magasin de proximité, genre comme chez Nomade, est-ce que tu conçois ce travail, cet exercice de la même manière que si tu allais concevoir une expérience pour une marque un peu plus classique, formatée ou traditionnelle? Est-ce que tu vas penser autrement en fait? Ben, je pense que je pense autrement, en tout cas pour que mon client, c'est qu'il doit être connecté avec les émotions de ses clients. Voilà, et avec tout ce qu'il apporte et tout ce qu'il a dans son bagage finalement. Et, et oui, le Nomads à qui on a en fait offert une boutique marchande, voilà, qui était un restaurant, mais qui n'était pas une boutique avant, et donc de la décoration qui est donc qui est sur la table et où tout peut s'acheter en fait. On va acheter des assiettes, des petits vases, voilà, des couverts, des couverts à salade. Et c'était voilà, l'idée qu'on avait ensemble de réinvention après le Covid, voilà, pour ce restaurant qui a un nom, déjà le Nomads, c'est tout un voyage. Ok, merci Daniela. Eh bien, avant de conclure ce webinaire, est-ce que vous avez d'autres commentaires à nous ajouter, d'autres idées, Régine, Daniela, Victor? Ou est-ce qu'on a fait le tour concernant la proximité dans le contexte omnicanal? Pour moi, c'est tout bon. Non, j'ai été ravi de vous rencontrer, en tout cas, Régine et Daniela. Et merci Merci Pareillement. Victor. pour vos inputs. Merci en tout cas pour ces inputs très enrichissants. Nous, pour faire une conclusion, de dire que le commerce de proximité est un modèle commercial qui commence à viser en fait à offrir des produits, des services, une qualité différente à la communauté locale. Sont généralement des petits magasins, des indépendants qui vendent des produits de tous les jours comme la nourriture, les produits de soins personnels, plus qui est produits domestiques. Et les marques les plus développées ont également souhaité profiter de ces formats afin de répondre à leur clientèle de façon de plus pertinente. D'où d'ailleurs cet exemple dont Régine a évoqué au tout début, celui de Monoprix.
Et dans ce contexte omnicanal, les magasins de proximité doivent trouver des moyens de se démarquer en offrant des produits uniques, en établissant des relations avec leur clientèle et peut-être en repensant la stratégie marketing et d'aller de façon plus pertinente et efficace à leurs clients. Et ils sont aussi invités à intégrer des outils numériques qui facilitent, voire simplifient l'expérience des consommateurs. Eh bien, notre dernier mot, Zuhur. Merci Ralia. Donc, je vous remercie pour ce webinaire assez intéressant. Je pense que le temps est restreint, mais il y a pas mal encore des questions peut-être qui peuvent être reflétées. Et à titre personnel, moi, en pensant maintenant, après avoir bien compris sur ce sujet, je commence à penser de manière opérationnelle. Comment faire, par exemple, pour les emballages? Parce que comme j'ai bien appris, l'omnicanalité, en fin de compte, elle a comme objectif d'atteindre les consommateurs dans leur endroit. Et donc, notamment, peut-être il y a quelques produits qui peuvent donc avoir le problème d'emballage. Donc, peut-être quelques produits ne sont pas vraiment adaptés à être peut-être expédiés vers des endroits assez loin. Donc, je commence maintenant à réfléchir de plus en plus sur ce domaine-là et sur cette stratégie. Je vous remercie parce que donc c'est quelque chose d'assez important de connaître qu'il y a donc une stratégie bien définie dans le domaine de marketing et actuellement, les entreprises doivent en savoir comment en profiter. Donc, merci à vous, merci à nos intervenants pour les partages assez précieux, pour ce webinaire assez enrichissant. Nous vous invitons tous à nous laisser vos adresses e-mail dans le chat afin que nous puissions communiquer les informations relatives à nos prochains webinaires et nos activités. Vous pouvez toujours nous retrouver sur LinkedIn et rejoindre nos échanges. De la part de Ralia, de Hani, de Monica et moi-même, on vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Je ne dis pas au revoir, je vous dis à la prochaine. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à très vite, on espère, pour d'autres webinaires sur ces sujets très, très pertinents. Merci Régine, Victor et Daniela infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Galia. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.